L'augmentation de la population mondiale représente-t-elle un danger pour le climat? Voilà la question à laquelle on va répondre avec mes invités dans ce débat. Emmanuel Pont, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes doctorant en démographie et climat à l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Et Bastien Druck, bonjour et bienvenue. Vous êtes responsable de la stratégie et des études économiques de CPRM, une filiale d'Amundi. On va regarder tout simplement le chiffre, ce que représente la population mondiale en 2024, 8,16 milliards d'humains. Emmanuel Pont, déjà, le constat, est-ce qu'il y a une augmentation régulière et continue et à venir de la population mondiale ou pas? Alors, il y a une augmentation régulière. On est une population qui gagne aujourd'hui environ 1 milliard d'humains tous les 12 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est une croissance qui ralentit fortement, en particulier dans la plupart des pays des continents du monde. On a une natalité qui est relativement faible, qui est en dessous de 2 enfants par femme, et donc la population aura tendance à long terme à se stabiliser, même dans des pays comme l'Inde, qui est passé sous les 2 enfants par femme. Et aujourd'hui, il reste une croissance de la population, principalement en Afrique. Ça veut dire qu'on va atteindre une sorte de plafond en quelque sorte. Tout à fait. Il y aura un plateau qui devrait être entre 10 et 11 milliards d'habitants et qui sera atteint entre 2050 et 2100. Et après, la population va se stabiliser ou diminuer lentement. Bastien Druck, déjà, pourquoi vous êtes là? En quoi la... Non, mais c'est vrai. En quoi la démographie, au-delà de la blague, en quoi la démographie intéresse une structure comme la vôtre? Alors, la démographie, c'est fondamental pour une société de gestion. Pourquoi ? Parce qu'on retient généralement dans la théorie économique que la croissance de la population, c'est l'un des moteurs de la croissance économique. Et la croissance économique, c'est elle-même l'un des déterminants de l'évolution des marchés financiers. Donc, pour une société de gestion, bien comprendre la démographie, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Donc ça, c'est la première raison. Puis la deuxième raison, c'est que là où je travaille, donc CPRM, c'est une société de gestion qui est spécialisée, enfin, dont l'une des spécialités est la gestion thématique. Donc on va... vous avez des fonds qui sont thématisés, qui sont liés à la démographie. Exactement. Donc des fonds qui sont liés aux grandes méga tendances. Donc il y a évidemment les phénomènes démographiques, à la transition énergétique, par exemple, où il y a les disruptions technologiques. Et on a, par exemple, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, un fonds qui va s'intéresser aux valeurs qui peuvent tirer parti du vieillissement de la population. Donc, on peut avoir, par exemple, la recherche pharmaceutique ou des équipements médicaux. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles on s'intéresse de près au phénomène démographique. Vous avez publié, Emmanuel Pont, il y a 3 ans, je crois, ce livre « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» La réponse ? Plutôt non. C'est plutôt non. On va être modéré dans la réponse. Pourquoi plutôt non? Pourquoi plutôt non? Alors déjà, parce que c'est vrai qu'être un peu plus, c'est toute chose égale par ailleurs, polluer un peu plus. Et donc, on ne peut pas dire qu'une vie n'a pas d'impact. Après, pourquoi plutôt non? Parce que que ce soit à l'échelle globale, donc des politiques de population, ou à l'échelle individuelle des choix et de l'impact qu'aurait son propre enfant, il y a beaucoup de marge de manœuvre, notamment sur dans quel monde on vit, comment on vit. Finalement, c'est ça qui fait la différence, quelle que soit la population, qui est en partie fixe. On a des échéances pour le climat qui sont, par exemple, d'atteindre la neutralité carbone en 2050. En 2050, on est beaucoup trop tard beaucoup trop tard maintenant, c'est beaucoup trop tôt pour que la population ait un impact. Par exemple, un enfant né maintenant, il va travailler, donc produire dans 25 ans. Et donc là, c'est pas le levier qui va permettre. Ah non, c'est pas ça. Aujourd'hui, les grandes questions, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous autres adultes qui avons une part de pouvoir dans notre monde, pour réduire rapidement les émissions. L'augmentation dont on parlait aujourd'hui, elle vient principalement du continent africain. Oui. Et alors évidemment, il faut rappeler quelques évidences, mais un enfant africain, un enfant européen, il ne va pas consommer et donc émettre de la même façon. Alors évidemment, quand on prend des chiffres d'émissions, l'enfant africain, il est entre 10 et 100 fois moins que l'enfant européen. Et quand on regarde aujourd'hui l'ensemble des pays qui ont plus de 3 enfants par femme, c'est 3% des émissions mondiales. C'est vrai que sur tous les problèmes globaux, ça compte pour rien. Pour des problèmes plus locaux qui peuvent être de déforestation, d'usage des terres, de limite d'accès à l'eau, la population locale
a des enjeux environnementaux, mais qui sont différents politiquement. C'est-à-dire que politiquement, le climat, c'est globalement les pays riches qui détruisent le climat des pays pauvres, qui en sont les principales victimes, pays pauvres à la principale natalité. Les questions écologiques locales, c'est un problème local qui doit répondre à des enjeux politiques locaux. Votre avis, même question, un peu, Bastien Drut, est-ce que quand on affirme qu'on va régler le problème du climat par la démographie, on prend l'équation dans le mauvais sens, d'une certaine façon ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Emmanuel. On n'émet pas du tout de la même façon selon qu'on se trouve, l'endroit où on se trouve sur la planète. Si on prend le cas de l'Inde, qui est le pays le plus peuplé actuellement, un Indien moyen va émettre 6 fois moins qu'un Américain moyen. Et si tous les Indiens émettaient de la même façon que les Américains, les émissions totales de gaz à effet de serre au niveau mondial seraient augmentées de 50%. Donc là, on a vraiment un problème de modèle. Ça, c'est quelque chose qui est très clair. Et puis, on peut l'expliquer par certaines dérives sectorielles, quelque part. Si on prend le cas du secteur du transport aux États-Unis, là, on a vraiment un secteur qui émet énormément de gaz à effet de serre. Rien que le transport aux États-Unis, ça émet plus que n'importe quel pays dans le monde, à l'exception de la Russie, de la Chine et de l'Inde. Donc on a une utilisation massive des transports aux États-Unis, puis une utilisation qui est extrêmement carbonée. Donc là, on a vraiment un secteur qui pose problème en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et après, un autre secteur qu'on pourrait, entre guillemets, incriminer, c'est celui, par exemple, du secteur énergétique en Chine. Le secteur énergétique en Chine, c'est 12% des émissions totales de gaz à effet de serre. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont pointer la Chine du doigt en disant « Ah, c'est à cause des Chinois ». Mais non, en fait, c'est un petit peu l'affaire de tous, parce que ces émissions du secteur énergétique en Chine et du secteur industriel aussi en Chine, c'est pour produire des biens qui vont être exportés dans le reste du monde. Et d'ailleurs, ces exportations de produits chinois ont très fortement augmenté sur les dernières années. Et là, tous les ans, la Chine exporte 4 000 milliards de dollars de biens dans le reste du monde. Et quelque part, ces émissions de la Chine pour le secteur industriel et énergétique, c'est vraiment l'affaire de tous. Et c'est vraiment lié au mode de consommation global dans le monde. Emmanuel Pons, le concept de bombe démographique qu'on entend, qui est aussi un outil politique, on va dire les choses comme elles sont, comment vous le recevez, comment vous le décortiquez, et est-ce qu'il vous semble avoir un minimum de sens ? Alors, c'est un livre, c'est le titre d'un livre publié par Paul Ehrlich en 68, qui était un des grands premiers best-sellers de l'écologie. Et Paul Ehrlich s'inquiétait que l'explosion de la population dans les pays en développement soit une catastrophe, se traduise par des famines, par la victoire de l'URSS et toute autre chose horrible. Rien de tout ça ne s'est passé. Il y a eu la Révolution verte, il y a eu plein de choses, alors qui n'a pas été si verte que ça, mais voilà. C'est un terme qui est très problématique parce que, comme le réarmement démographique ou tout autre terme qu'on colle sur la démographie, on oublie que derrière la démographie, il y a des gens, que la population, c'est vous et moi, et que quand Paul Ehrlich propose de laisser mourir les gens dans les pays pauvres parce que de toute façon ils sont condamnés, c'est bien des individus dont il s'agit derrière. Et on s'est rendu compte que cette bombe démographique, la population, comme on pouvait s'y attendre, a augmenté dans les pays en développement. Ils ont fait leur transition démographique, c'était absolument attendu. Aujourd'hui, les grands problèmes écologiques de l'humanité, ils viennent pas de ces pays-là, ils viennent des pays riches, à la natalité beaucoup plus faible, et qui n'ont rien fait depuis 50 ans, ou très loin de faire assez en tout cas. Oui, mais il y a déjà aujourd'hui des réfugiés climatiques, et si on ne change pas foncièrement notre modèle économique, il y en aura encore plus. Bien sûr, il y aura des réfugiés climatiques. Il y en a toujours eu, d'ailleurs. Il y a des chiffres, exactement. L'humanité, depuis ses débuts, migre. Il y a ce terme de homo migrans de Jean-Paul Demoule que j'aime bien, c'est que l'humanité a toujours migré jusqu'à ce qu'on délimite des lignes invisibles, des lignes imaginaires qui bloquent les gens. Il y aura des migrations climatiques. Il y a des chiffres un peu fantaisistes qui circulent de centaines de millions de migrants. En pratique, les migrants qui seront sûrs,
Il n'y en a probablement pas tant que ça parce qu'il y a des marges importantes d'adaptation, de migration à courte échelle, etc. Donc le nombre de migrants et la manière dont ils vont être accueillis, c'est un choix qu'on a globalement en tant que société et ce n'est pas décidé. Et je pense par ailleurs qu'en tant que pays riche, on a une responsabilité d'accueillir des migrants climatiques qui sont la cause, dont nos émissions sont la cause. Est-ce que vos clients vous demandent d'anticiper sur voilà, est-ce qu'ils vous disent est-ce qu'il va y avoir beaucoup plus de réfugiés climatiques? Est-ce que la France sera le principal? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Votre métier, c'est l'anticipation d'une certaine façon. Oui, mais on n'a pas encore beaucoup de questions sur les migrations internationales. Ça, c'est pas encore un sujet qui est vraiment dans notre périmètre. Ouais. Ce sur quoi vous travaillez le plus aujourd'hui, c'est plutôt le vieillissement? Oui, le vieillissement, pour rester la transition et transition énergétique aussi, évidemment, parce que c'est absolument une nécessité d'avoir cette transition énergétique quand on voit l'évolution des catastrophes climatiques et autres. Quand vous parlez de vieillissement, est-ce que ce n'est pas un enjeu principal en Europe aujourd'hui, plutôt que de se poser la question du nombre de réfugiés climatiques qu'on va avoir dans 30 ans, quoi? C'est effectivement une bonne question, le lien entre le vieillissement et puis le changement climatique. Il y a des études qui existent qui montrent que le pic d'émissions par habitant, il est généralement atteint vers une 60aine d'années. Ce sont des estimations et qu'on peut remettre en cause. Donc je serai à l'âge où j'aimais le plus. Possiblement. Bon, maintenant, vous savez mon âge. Mais ça dépend vraiment d'énormément de facteurs. Enfin, le mode de vie des seniors ne va pas être le même en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. Ça, c'est très, très clairement. Ça dépend vraiment du niveau de vie des seniors. Hein. Si on prend le cas des États-Unis, on a quelque chose qui est assez extrême. Hein. Les plus de 55 ans aux États-Unis détiennent à peu près les 3/4 du patrimoine national. Donc, ils ont un niveau de vie qui est très important. Et donc là, il peut y avoir un lien qui peut être fort entre le vieillissement de la population et puis les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, c'est une possibilité, mais ça dépend vraiment, évidemment, des pays. Et puis, pour terminer, je dirais que au-delà des estimations dont on vient de parler, il y a un fait, c'est qu'il y a des inégalités climatiques au niveau générationnel, que les enfants qui naissent aujourd'hui ont un climat qui est beaucoup plus dégradé par rapport aux générations précédentes, ce qui nous oblige quelque part à cette transition démographique, cette transition pas démographique mais énergétique, voilà, parce qu'on a vraiment une dette finalement environnementale et climatique par rapport aux générations qui naissent aujourd'hui. Pour conclure, Emmanuel Pons, c'est évidemment une question de mode de vie avant d'être une question de migration ou d'influence démographique. Alors, bien sûr, mais quand on dit mode de vie, c'est de manière plus large, la société, l'économie, la culture, c'est tout un certain nombre de phénomènes dont on se rend compte que si on était moins, ils seraient les mêmes. On pourrait donner un coup de baguette magique et être 2 fois moins sur Terre et se dire ça serait plus facile. Et effectivement, sur le papier, ça serait plus facile. Sauf qu'en fait, on serait toujours dans un monde inégalitaire où globalement, c'est la pollution des riches qui atteint principalement les pauvres, où on fermerait pas la moitié des puits de pétrole, où on aurait une culture de la surconsommation, où on aurait des raisonnements court-termistes ou des raisonnements égoïste, parce que chacun a intérêt à avoir son intérêt et à causer le plus de pollution qui, de toute façon, va avoir des effets distribués et à long terme. Donc tout ça, qu'on soit plus ou moins, c'est exactement les mêmes problèmes. Et c'est là que sont les grandes questions, les grands débats et pourquoi on n'y arrive pas. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact. On va parler de service à la personne.